Babylone, 10 juin 323 avant Jésus-Christ. Nuit. La flamme des torches vacille. Dans le palais le plus magnifique du monde connu, un homme de 32 ans agonise. Alexandre le Grand, celui qui a conquis l'impossible, qui a soumis l'empire perse en 10 ans, qui a marché jusqu'aux confins de l'Inde, ne peut plus bouger. La fièvre le dévore depuis 6 jours. Ses lèvres sont sèches. Ses officiers, ces guerriers endurcis qui ont affronté des armées 10 fois plus nombreuses, pleurent en silence. « À qui laisses-tu l'Empire » demande Perdiccas d'une voix brisée. Alexandre tente de parler. Aucun son ne sort. Sa main droite, celle qui a tenu l'épée dans 100 batailles, se lève faiblement. Il murmure enfin, dans un souffle, « Au plus fort ». Puis, plus rien. Le silence. Le conquérant du monde vient de mourir sans héritier, sans testament, laissant derrière lui un empire qui s'étend de la Grèce à l'Indus. Mais comment un jeune homme de 20 ans est-il devenu le maître de l'Asie en une décennie? Comment a-t-il réussi l'impossible? Revenons en arrière. Péla, Macédoine, 21 juillet 356 avant Jésus-Christ. La nuit où Alexandre naît, un éclair frappe le toit du palais. Les devins se précipitent. « Un signe !» crie-t-il. « Cet enfant est béni des dieux !» Le même jour, le temple d'Artémis à Éphèse, l'une des 7 merveilles du monde, brûle, comme si les dieux eux-mêmes annonçaient « Un prodige arrive ». Son père, Philippe II de Macédoine, est un roi ambitieux et brutal. Il a transformé un royaume arriéré en puissance militaire redoutable. Sa mère, Olympias, princesse d'Épire, est une femme mystique et passionnée qui dort avec des serpents sacrés. Elle murmure à son fils « Tu es le fils de Zeus, tu es destiné à l'immortalité ». Alexandre grandit dans cette atmosphère électrique. À 13 ans, on lui confie le plus grand esprit de l'époque, Aristote. Le philosophe lui enseigne la rhétorique, la géométrie, la médecine, mais surtout, il lui fait découvrir l'Iliade. Alexandre dévore les aventures d'Achille, le héros qui a préféré une vie courte et glorieuse à une existence longue et obscure. Il dort avec l'Iliade sous son oreiller, accompagné d'un poignard. Puis vient le jour qui change tout. Alexandre a 12 ans. Dans la cour du palais, personne ne peut dompter Bucéphale, un étalon noir magnifique mais complètement sauvage. Les meilleurs cavaliers ont échoué. Philippe s'apprête à renvoyer le cheval. « Père, dit Alexandre, laisse-moi essayer. » Philippe rit. « Si tu échoues, tu me paieras le prix du cheval. » Alexandre s'approche de l'animal. Il a remarqué quelque chose. Bucéphale a peur de son ombre. Le jeune prince tourne le cheval face au soleil, l'éblouissant, et l'ombre disparaît. Puis, d'un bond, il monte. Bucéphale se cabre, mais Alexandre tient bon. Il galope, libre, triomphant. Philippe a les larmes aux yeux. « Mon fils, dit-il, cherche un royaume à ta mesure. La Macédoine est trop petite pour toi. » Chironé, Grèce, 338 avant Jésus-Christ. Alexandre a 18 ans. Face à lui, les phalanges de Thèbes et d'Athènes, les 2 plus grandes cités grecques, se dressent dans la plaine. C'est la bataille décisive. Philippe a donné à son fils le commandement de l'aile gauche, avec la cavalerie d'élite, les compagnons. Le signal est donné. Alexandre charge. Le fracas du métal contre le métal, les cris, le sang. Il fonce vers le bataillon sacré de Thèbes, ces 300 guerriers d'élite qui combattent 2 à 2, liés par l'amour. Personne ne les a jamais vaincus, personne n'a jamais brisé leur ligne. Alexandre hurle un cri de guerre. Sa lance transperce un bouclier, un autre. Bucéphale piétine les rangs ennemis. La cavalerie macédonienne enfonce le flanc thébain. C'est un massacre. Les 300 combattent jusqu'au dernier. Pas un ne recule, pas un ne se rend. Ils meurent tous, ensemble. Quand la bataille se termine, Alexandre marche parmi les cadavres. Il pleure. Philippe lui demande pourquoi. « Père, dit-il, ces hommes étaient des héros, et je viens de les tuer. La guerre n'a pas de héros, seulement des vainqueurs et des morts. » Mais 2 ans plus tard, en 336, Philippe est assassiné pendant un mariage. Un garde de corps, Pausanias, lui plonge un poignard dans le cœur. Certains murmurent qu'Olympias est derrière le meurtre, d'autres pensent que c'est Alexandre lui-même. La vérité meurt avec Philippe. À 20 ans, Alexandre devient roi de Macédoine, et il hérite du royaume de son père, conquérir la Perse. Printemps 334 avant Jésus-Christ, l'Hellespont. Alexandre traverse le détroit avec 40 000 hommes. En touchant le sol asiatique, il lance sa javeline. « L'Asie est conquise par la lance !» crie-t-il. C'est un geste théâtral, mais Alexandre comprend le pouvoir des symboles. Il se rend d'abord à Troie, la cité légendaire, pour honorer la tombe d'Achille.
Il court nu autour du tombeau, dépose une couronne et déclare « Ô Achille, tu as eu Homère pour chanter tes exploits. Je n'ai pas cette chance. » Premier test, le granique. Les satrapes perses l'attendent derrière une rivière. Alexandre charge directement dans l'eau au mépris du danger. Une hache perse s'abat sur son casque, le fendant en deux. Un autre coup vise sa nuque. Clitus le Noir, son ami d'enfance, tranche le bras de l'attaquant au dernier moment. Alexandre survit de justesse. Mais il gagne. Puis vient la Phrygie. Dans la ville de Gordion, il y a une légende. Un nœud complexe attaché au char du roi Midas. L'oracle dit « Celui qui défait ce nœud régnera sur l'Asie. » Des générations ont essayé. Tous ont échoué. Alexandre examine le nœud. Il réfléchit, puis, avec un sourire, il tire son épée et tranche le nœud d'un seul coup. Il n'a pas résolu l'énigme, protestent les prêtres. Il a triché. L'oracle ne précisait pas comment défaire le nœud, répond Alexandre, seulement qu'il fallait le défaire. Cette nuit-là, un orage éclate. Les devins y voient l'approbation de Zeus. C'est la philosophie d'Alexandre. Quand un problème semble impossible, change les règles. Novembre 333, la plaine d'Issos. Darius III, le grand roi de Perse, a commis une erreur fatale. Au lieu d'attendre Alexandre dans les vastes plaines où sa supériorité numérique pourrait jouer, il a choisi de le surprendre par l'arrière, dans un passage étroit entre les montagnes et la mer. Alexandre doit faire tour mouillé. Ses hommes sont épuisés par la marche forcée. Mais lorsqu'ils arrivent à Issos, ils voient l'armée perse, plus de 100 000 hommes contre leurs 40 000. Le rivière Pinaros sépare les deux armées. Darius, sur son char d'or, se tient au centre, entouré de ses gardes immortels. Il porte une tiare incrustée de pierres précieuses. À ses côtés, des mercenaires grecs, les meilleurs soldats d'infanterie du monde. Alexandre réunit ses généraux. Parménion, le vieux sage, est inquiet. « Seigneur, nous sommes trop peu nombreux. Attendons la nuit, attaquons par surprise. »« Je ne volerai pas ma victoire. Darius doit savoir qu'il a été battu en bon combat. » À d'aube, Alexandre dispose ses forces. À droite, lui-même, avec la cavalerie des compagnons. Au centre, la phalange macédonienne, cette formation terrifiante de piquiers avec leur sarisse de 6 mètres. À gauche, Parménion avec la cavalerie thessalienne. Le combat commence. La phalange avance, ses lances formant un mur d'acier. Les Perses lancent des flèches, mais elles ricochent sur les boucliers. Puis les deux infanteries se heurtent. C'est une boucherie. Pendant ce temps, Alexandre repère une faiblesse, un petit espace entre la cavalerie perse et l'infanterie de Darius. Il ordonne la charge. Les compagnons foncent comme un coin de fer qui s'enfonce dans la brèche. Alexandre est à la pointe sur Bucéphale, visible de tous dans son armure éclatante et son casque à cimier blanc. Il galope, droit vers Darius. Le grand roi le voit arriver, ce jeune démon couvert de sang galopant vers lui à travers ses propres lignes. Alexandre lance sa javeline, elle manque Darius de quelques centimètres et transperce le conducteur du char de Darius, juste à côté du roi. Darius panique, il abandonne son char, monte sur un cheval et fuit. Ses troupes, voyant leur roi s'enfuir, se désintègrent. C'est la déroute. Alexandre le poursuit, mais doit rebrousser chemin, car Parménion est en difficulté sur le flanc gauche. Quand enfin la bataille se termine, Alexandre découvre le trésor abandonné de Darius. Il entre dans la tente royale, somptueuse, pleine d'or et de soie. « Voilà donc ce que c'est que d'être roi », murmure-t-il. Mais il trouve aussi la mère de Darius, Sisangambis, son épouse Statera et ses 2 filles. Elle se jette à ses pieds, terrifiée, s'attendant à être tuée ou réduite en esclavage. Alexandre les relève doucement. « Vous êtes sous ma protection, dit-il. Vous serez traité avec l'honneur qui convient à votre rang. » Sisangambis confond Alexandre avec Héphastion, son meilleur ami qui l'accompagne. Réalisant son erreur, elle s'excuse, horrifiée. Alexandre sourit. « Ne vous inquiétez pas, lui aussi est Alexandre. » Ce geste de clémence stupéfie le monde antique. Mais Darius ne peut pas l'accepter. Il envoie des ambassadeurs avec une offre, la moitié de l'Empire, toutes les terres à l'ouest de l'Euphrate, 10 000 talents d'or et la main de sa fille. Parménion dit « Si j'étais Alexandre, j'accepterais. » Alexandre répond « Si j'étais Parménion, moi aussi. » Il refuse. Il veut tout l'Empire. Darius est toujours le roi, et Alexandre ne peut être roi de Perse tant que Darius vit. 332. Égypte.
Au lieu de poursuivre Darius, Alexandre descend vers le sud. Il soumet la Phénicie après un siège de 7 mois de Tyr, une cité insulaire réputée imprenable. Il construit une chaussée de terre depuis le continent, une prouesse d'ingénierie qui existe encore aujourd'hui. Quand Tyr tombe, il fait massacrer ou réduire en esclavage tous les habitants. C'est son côté sombre, généreux avec ceux qui se rendent, impitoyable avec ceux qui résistent. Puis l'Égypte l'accueille en libérateur. Les Égyptiens détestent les Perses. Alexandre est couronné pharaon. Il fonde une ville qui portera son nom, Alexandrie. Elle deviendra le centre intellectuel du monde méditerranéen pendant 1000 ans. Mais Alexandre veut plus. Il s'enfonce seul dans le désert occidental, vers l'oasis de Siwa, où se trouve le temple de Zeus Ammon. C'est un voyage d'enjoué. Ses hommes le supplient de ne pas y aller. « J'ai besoin de savoir », dit-il simplement. À Siwa, le grand prêtre le reçoit. Alexandre entre seul dans le sanctuaire. Personne ne sait ce qui s'est dit, mais quand il ressort, il a changé. Il annonce « L'oracle a confirmé que je suis le fils de Zeus ». Est-ce vrai? Croit-il réellement qu'il est un dieu, ou comprend-il simplement que pour gouverner les Perses et les Égyptiens, il doit être plus qu'un simple roi macédonien? Le mystère demeure. 1er octobre 331 avant Jésus-Christ, la plaine de Gogamel. Darius a appris de ses erreurs. Cette fois, il a choisi le terrain parfait, une plaine immense, plate, parfaite pour sa cavalerie et ses chars à faux. Il a même fait enlever les cailloux pour que les roues puissent rouler sans obstacle. Son armée est colossale, plus de 200 000 hommes selon les sources conservatrices, avec des contingents venus de tout l'Empire, de la Bactriane à l'Égypte, des éléphants de guerre, des chars équipés de lames mortelles sur leurs roues. Alexandre n'aligne que 47 000 soldats. La veille de la bataille, ses généraux sont terrifiés. Parménion le supplie d'attaquer de nuit. « Nous serons submergés en plein jour », dit-il. Alexandre refuse catégoriquement. « Je ne volerai pas ma victoire. Darius doit savoir qu'il a été battu en combat loyal. » Cette nuit-là, alors que ses officiers ne peuvent dormir, rongés par l'angoisse, Alexandre dort d'un sommeil profond. Parménion doit le réveiller 3 fois. « Comment peux-tu dormir ?» demande-t-il, abasourdi. « Nous allons livrer la plus grande bataille de nos vies. » Alexandre s'étire, souriant. Enfin, Darius ne fuit plus. Il est là, avec toute son armée, prêt à se battre. C'est exactement ce que je voulais. Pourquoi serais-je inquiet? Cette confiance glacée galvanise ses hommes. À l'aube, les deux armées se font face. Le soleil se lève sur la plaine de Gogamel. Le silence est absolu. Puis Darius fait avancer ses troupes. Alexandre dispose ses forces différemment cette fois. Il sait qu'il ne peut pas déborder une armée 6 fois plus nombreuse. Alors il crée une formation en échelon, décalée, avec des réserves sur les flancs et à l'arrière. Si les Perses percent quelque part, les réserves pourront colmater la brèche. Puis il ordonne à ses compagnons d'avancer. Vers la droite. Pas vers l'avant, vers la droite. Darius est déconcerté. Que fait-il? Alexandre s'éloigne du terrain que les Perses ont si soigneusement préparé, vers un sol rocailleux, inégal. Darius ordonne à sa cavalerie de suivre, de déborder Alexandre. C'est exactement ce qu'Alexandre voulait. Les lignes perses s'étirent, se distendent, des espaces apparaissent. Darius panique et lance ses chars à faux. Ces machines de mort foncent vers la phalange macédonienne, leurs lames tournoyant, prêtes à hacher tout sur leur passage, mais Alexandre a préparé ses hommes. À l'approche des chars, la phalange s'ouvre. Des couloirs apparaissent. Par instinct, les chevaux se précipitent dans ces ouvertures plutôt que de foncer sur les pics. Les soldats macédoniens tuent les conducteurs un à un, les chars passent à travers la formation sans causer de dégâts significatifs. Darius lance alors son infanterie légère. La bataille devient un chaos monstrueux. Le centre macédonien plie sous la pression. Sur le flanc gauche, Parménion est en grande difficulté. La cavalerie perse a même réussi à contourner ses lignes et attaque l'arrière-garde, pillant le camp macédonien. Mais Alexandre, sur le flanc droit, a repéré ce qu'il cherchait, une brèche, un espace entre les troupes qui ont suivi son mouvement vers la droite et le centre perse où se trouve Darius. « Maintenant !» hurle-t-il. Les compagnons chargent. Ils forment un coin d'air qui s'enfonce dans la brèche comme un poignard. Alexandre est à la pointe, sur Bucéphale, visible de tous dans son armure éclatante et son casque à cimier blanc.
Il fonce droit vers Darius. Le grand roi le voit arriver, ce jeune démon couvert de sang galopant vers lui à travers ses propres lignes. Alexandre lance sa javeline, elle manque Darius de quelques centimètres et transperce le conducteur de son char. Darius regarde autour de lui, ses gardes tombent les uns après les autres sous les coups des compagnons. La ligne perse s'effondre, et il comprend. Il a perdu. Encore. Il fuit. Encore. Mais cette fois, Alexandre ne peut pas le poursuivre immédiatement. Un messager arrive à galop. « Seigneur, Parmagnon est en danger, il demande de l'aide. » Alexandre est à 2 points de capturer Darius. Mais il ne peut abandonner Parmagnon. Il fait demi-tour et charge vers le flanc gauche. Quand il arrive, sa seule présence renverse la situation. Les Perses, voyant Alexandre et comprenant que Darius a fui, paniquent à leur tour. C'est la déroute totale. Les Perses se dispersent dans toutes les directions. La bataille de Gaugamel est terminée. Alexandre a vaincu une armée 6 fois plus nombreuse. Il est désormais le maître d'Asie. Il entre triomphalement dans Babylone, les habitants l'accueillent en libérateur, jetant des fleurs sous les sabots de Bucéphale. Puis il prend Suse, Persépolis, les capitales perses et leurs trésors fabuleux. À Persépolis, il laisse ses soldats piller la ville pendant 3 jours. Le palais brûle. Certains disent qu'il l'a incendié lors d'une fête ivre pour venger l'incendie d'Athènes par Xerxès. D'autres pensent que c'était un calcul politique. Mais où est Darius? Juillet 330 avant Jésus-Christ. Les montagnes d'Iran. Alexandre poursuit Darius depuis des semaines. Il doit le capturer ou le tuer. Tant que Darius vit, Alexandre ne peut vraiment être roi de Perse. Mais des satrapes perses ont d'autres plans. Bessos, Barsaentes et Satibarzane, voyant que Darius est un roi vaincu et donc faible, décident de le trahir. Ils le font prisonnier et tentent de négocier avec Alexandre. Alexandre les rattrape enfin. Mais quand il arrive, il trouve Darius mourant au bord d'une route poussiéreuse, poignardé par ses propres généraux. Le grand roi des rois, le maître de l'empire le plus puissant du monde, gît dans la poussière, abandonné. Alexandre descend de cheval. Il s'agenouille à côté de Darius et prend sa main. Les sources divergent sur ce qui s'est dit. Certains racontent que Darius a murmuré « Venge-moi », d'autres que Alexandre a pleuré. Ce qui est certain, c'est qu'Alexandre fait envelopper le corps de Darius dans son propre manteau royal et ordonne qu'on lui rende tous les honneurs dus à un roi. Il jure de poursuivre les traîtres, et il le fait. Bessos se proclame roi sous le nom d'Artaxerxès IV. Alexandre le traque pendant des mois, le capture et le fait exécuter de la manière la plus brutale, écartelé entre 2 arbres pliés. Mais Alexandre ne se contente pas de venger Darius, il se proclame son héritier légitime. Il adopte les cérémonies perses, porte le diadème royal, exige que ses sujets se prosternent devant lui. Ses généraux macédoniens sont choqués. Des Grecs qui se prosternent comme des esclaves orientaux? Impensable. Alexandre organise un mariage massif. 10 000 de ses soldats épousent des femmes perses. Lui-même épouse Roxane, une princesse de Bactriane d'une beauté légendaire. Il veut fusionner les 2 civilisations, créer un empire où Grecs et Perses seraient égaux. Mais le rêve a un coût. Ses amis macédoniens commencent à le détester. Ils murmurent qu'il est devenu un tyran oriental, qu'il a oublié d'où il vient. 326 avant Jésus-Christ, la vallée de l'Indus. Alexandre ne s'arrête pas. Il veut atteindre les confins du monde. Il traverse l'Afghanistan, franchit les passes de l'Hindoukouche en plein hiver, traverse l'Indus. Il affronte le roi Porus à la bataille de l'Hydaspe. Porus dispose d'une arme qu'Alexandre n'a jamais vue. Des éléphants de guerre, caparaçonnés d'armure, avec des tours sur leur dos. Ces monstres piétinent les hommes, brisent les formations. C'est une bataille terrifiante. Mais Alexandre gagne. Encore. Toujours. Quand Porus, blessé et capturé, Alexandre lui demande « Comment veux-tu être traité ?» Porus, du haut de ses 2 mètres, répond fièrement « En roi ». Alexandre sourit « Tu seras traité en roi » et il lui rend son royaume en faisant son allié. Puis, Alexandre annonce qu'ils vont continuer vers l'est, vers le Gange, vers l'océan du bout du monde. Mais ses soldats n'en peuvent plus. Ils marchent depuis 10 ans, ils ont traversé 3 continents, ils ont vu des merveilles et des horreurs. Les pluies de la mousson les trempent jour et nuit, les maladies les déciment, ils veulent rentrer chez eux. Un jour, près de la rivière Iphaz, ses soldats refusent d'avancer.
C'est une mutinerie silencieuse. Il se contente de rester immobile. Alexandre est furieux. Il s'enferme dans sa tente pendant 3 jours, refusant de sortir, attendant que ses hommes changent d'avis. Comme Achille devant Troie. Mais personne ne vient. Même ses plus fidèles généraux lui disent « Seigneur, assez ». Alexandre cède. C'est la première fois qu'il recule. Il fait ériger 12 autels gigantesques sur les rives de l'Iphase, marquant la limite de sa conquête. Puis, il ordonne le retour. Le voyage du retour est un cauchemar. Il traverse le désert de Gédrosie. 1/4 de l'armée meurt de soif et de chaleur. Alexandre partage les souffrances de ses hommes, marchant à pied, refusant de boire quand l'eau manque. Mais quelque chose s'est brisé en lui. Il n'est plus le jeune conquérant optimiste. Il devient paranoïaque, cruel. Quand il soupçonne une conspiration, il fait exécuter ses propres officiers, y compris Parménion, son plus vieil ami et général le plus loyal. Un soir, ivre lors d'un banquet, Alexandre tue Clitus le Noir, l'homme qui lui a sauvé la vie au Granique. Clitus a osé critiquer sa persiamisation. Dans un accès de rage, Alexandre lui plonge une lance dans le cœur. Quand il réalise ce qu'il a fait, il pleure pendant 3 jours, inconsolable. Babylone, printemps 323 avant Jésus-Christ. Alexandre a 32 ans. Il est de retour à Babylone, qu'il a choisi comme capitale de son empire. Il a des projets grandioses, construire une flotte pour contourner l'Arabie, conquérir Carthage, peut-être même Rome. Il fait creuser des canaux, construire des ports. Mais il est tenté. Son amant et meilleur ami, Héphastion, est mort 1 an plus tôt d'une fièvre. Alexandre a été inconsolable. Il a fait exécuter le médecin qui n'a pas su le sauver. Il a ordonné la construction d'un tombeau colossal. Il a même demandé à l'oracle de Siwa de diviniser Héphastion. Des ambassadeurs affluent du monde entier pour se prosterner devant lui. Des Grecs, des Indiens, des Scythes, des Éthiopiens, même des Celtes venus d'au-delà des Alpes. Alexandre reçoit leurs hommages comme un dieu. Mais des signes inquiétants se multiplient. En approchant de Babylone, des devins chaldéens l'arrêtent. « N'entre pas dans la ville par l'ouest, c'est un mauvais présage, tu vas mourir. » Alexandre rit. « Je n'ai pas peur des superstitions. » Il entre par l'ouest. Dans le palais, d'autres présagent. Un prisonnier s'échappe et s'assoit sur le trône d'Alexandre, portant son diadème. Les gardes le tuent, mais Alexandre est troublé. Un corbeau tombe mort à ses pieds. Dans les jardins suspendus, un lion apprivoisé attaque son gardien. Puis, le 29 mai 323, Alexandre assiste à un banquet chez son ami Médius. Il boit du vin, beaucoup de vin. Soudain, il pousse un cri de douleur, comme si on lui avait planté un couteau dans le dos. Il s'effondre. Les jours suivants, la fièvre le dévore. Il peut à peine parler. Ses médecins sont impuissants. Ses soldats, entendant qu'il va mourir, exigent de le voir. Alexandre ordonne qu'on laisse défiler tous ses hommes. Un par un, 10 000 soldats passent devant son lit. Il ne peut pas parler, mais il lève faiblement la main pour saluer chacun d'eux. « Qui aura l'empire » demandent ses généraux désespérés. Alexandre, dans un dernier effort, murmure « To Kratisto » au plus fort. Le 10 ou 11 juin 323 avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand meurt. A-t-il été empoisonné? Certains l'ont cru. Antipater, le régent de Macédoine qu'Alexandre s'apprêtait à destituer, aurait pu avoir un mobile. D'autres parlent du paludisme, de la fièvre typhoïde, ou même d'une pancréatite causée par des années de beuverie. La vérité, nous ne le saurons jamais. Après sa mort, c'est le chaos. Roxane est enceinte. Elle donnera naissance à un fils, Alexandre IV. Mais le bébé n'a aucun pouvoir. Les généraux d'Alexandre, les diadoques, se déchirent l'empire comme des loups affamés. Perdiccas essaie de maintenir l'unité. Il est assassiné. Ptolémée s'empare de l'Égypte et vole le corps d'Alexandre pour le ramener à Alexandrie, lui donnant une légitimité divine. Séleucide prend la Syrie à la Perse. Antigone veut reconstituer l'empire. Cassandre contrôle la Macédoine. Les guerres des diadoques dureront 40 ans. Roxane et Alexandre IV sont assassinés par Cassandre en 310. Tous les descendants directs d'Alexandre sont tués. L'empire se fragmente en 3 royaumes. Les Ptolémées en Égypte, les Séleucides en Asie, les Antigonides en Macédoine. Mais l'héritage d'Alexandre survit. Il a fondé plus de 20 villes, toutes nommées Alexandrie.
Il a fusionné les cultures grecques et orientales, créant la civilisation hellénistique qui dominera la Méditerranée pendant 3 siècles. Il a ouvert des routes commerciales entre l'Europe et l'Asie. Il a répandu la langue grecque, de Gibraltar à l'Inde. Quand les Romains conquièrent le monde, ils le font en parlant grec, en lisant Homère, en admirant Alexandre. Jules César pleure devant sa statue à 33 ans. « À ton âge, tu avais conquis le monde, et moi je n'ai encore rien fait. » Auguste ira se recueillir sur sa tombe à Alexandrie. Caligula portera sa cuirasse. Trajan rêvera de surpasser ses conquêtes. Napoléon dormira avec une biographie d'Alexandre sous son oreiller. Qui était vraiment Alexandre? Un génie militaire? Sans aucun doute. Il n'a jamais perdu une bataille. Il a révolutionné la guerre, combinant vitesse, audace et innovation tactique d'une manière jamais vue. Un visionnaire? Peut-être. Son rêve d'un empire multiculturel où Grecs et Orientaux seraient égaux était en avance sur son temps de 2000 ans. Un tyran mégalomane? Aussi. Il a détruit des cités entières, massacré des populations, exigé qu'on l'adore comme un dieu. Un alcoolique violent? Les preuves sont là. Il a tué son ami dans un accès de rage ivre. Un romantique? Il pleurait en lisant Homère et dormait avec l'Iliade sous son oreiller. Alexandre était tout cela à la fois. C'est ce qui le rend fascinant. Il n'était pas un saint, il était profondément humain, avec des failles gigantesques et des ambitions titanesques. Sa plus grande force? Il croyait vraiment qu'il était destiné à l'immortalité, et cette foi en lui-même était contagieuse. Ces hommes le suivaient parce qu'ils croyaient qu'avec Alexandre, l'impossible devenait possible. Sa plus grande faiblesse? Cette même foi. Il ne connaissait pas de limites, et un homme sans limite finit toujours par se détruire. Aujourd'hui, plus de 2000 ans après sa mort, nous parlons encore d'Alexandre le Grand. Pas d'Alexandre de Macédoine, le Grand. Il voulait l'immortalité, il l'a obtenue. Mais à quel prix? Il est mort seul, sans héritier, son empire en ruine, ses amis morts par sa main ou celle de ses ennemis. Il a conquis le monde en 10 ans, il n'a jamais eu le temps de le gouverner. La question qui hante les historiens est s'il avait vécu. S'il avait eu 20 ans de plus pour consolider son empire, pour réaliser sa vision d'une civilisation gréco-persane unifiée. Nous ne le saurons jamais. Ce que nous savons, c'est qu'un jeune homme de 20 ans, avec un rêve impossible, a changé le cours de l'histoire. Il a prouvé qu'un individu, avec assez de volonté, de courage et de folie, peut vraiment bouleverser le monde. Alexandre n'a pas seulement conquis des territoires, il a conquis l'imagination humaine. Et 2300 ans plus tard, il la conquiert encore. Le conquérant est mort. La légende commence.